Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall réaffirme son option pour le mix énergétique et obtient 657 millions de dollars du secteur privé américain. 3 accords de financement ont été signés à New York, des mémorandums d'entente qui devraient permettre d'améliorer l'offre en électricité au Sénégal. Le président Macky Sall qui a également reçu son homologue portugais Manuel Valls à Dakar. Le Premier ministre français est arrivé cet après-midi dans la capitale sénégalaise pour un séjour de 48 heures dans le cadre de l'approfondissement des relations entre la France et le Sénégal. Magal de Touba, le gouvernement et les comités d'organisation prennent les devants pour une bonne organisation de l'événement religieux qui accueille des millions de fidèles. Un CRD préparatoire s'est tenu dans la ville sainte en présence du porte-parole du Khalif. Troisième PIB de l'Europe, la Belgique est un partenaire de taille pour le Sénégal dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Que peut tirer notre pays d'une coopération économique renforcée avec ce pays stratégique de l'Union européenne? C'est la question au cœur de la rubrique économie. Vulganisateur, salle de musculation avec un K, interdit d'uriner avec 2 U, canapé avec R à la fin. Le français débrouillé raille les murs de Dakar. La langue de Molière serait-elle trop lourde pour certains? Instruits ou pas, les fauteurs en français sont légion au pays du premier académicien noir. Couleur du Sénégal à Sali Kenyé, le royaume d'enfance de Fodé Doussouba. Le lutteur du Fouladou au coup de poing dévastateur revit avec l'arbre où il préparait ses combats. Et puis Rufusque, la pittoresque d'hier à aujourd'hui, l'ancien comptoir commercial portugais au riche patrimoine culturel se souvient du bon vieux temps. Bonsoir et bienvenue à tous. Au deuxième forum des affaires États-Unis d'Afrique, le Sénégal a conclu 3 accords de financement d'une valeur de 657 millions de dollars. Des mémorandums d'entente obtenus grâce à une nouvelle dynamique d'attraction des investissements privés américains. Un pas important dans la résolution des questions énergétiques. Le président Macky Sall a réaffirmé à l'occasion l'objectif d'un mix dans la production d'énergie à Aboubakry Kane. US Africa Business Forum est un cadre idéal pour saisir les opportunités de partenariat orientées vers les secteurs prioritaires. À travers l'OPIC, Agence américaine pour le soutien des financements privés à l'étranger, le Sénégal a décroché 3 accords de financement de plus de 600 millions de dollars. Le gouvernement, qui a consenti beaucoup d'efforts dans le secteur de l'énergie, a compris que pour régler la question énergétique, il faut des investissements importants. Le président Macky Sall fait ainsi appel à ses partenaires au développement. Le secteur privé reste devoir être la locomotive qui va nous permettre de résoudre cette question. Et donc ces financements importants que nous avons signés avec le privé américain à travers OPIC, qui est une agence gouvernementale américaine qui structure des financements privés pour aider le secteur privé américain à investir dans nos pays, nous permet aujourd'hui de mobiliser 657 millions de dollars à travers 3 projets importants qui vont contribuer à régler le problème de la demande. L'avenir est dans le mix énergétique et pour le chef de l'État, ces accords constituent un signal fort à destination des investisseurs. Le double objectif demeure la disponibilité de l'énergie et la réduction des coûts. Le combat de la disponibilité est en train d'être gagné à travers les capacités additionnelles qui sont injectées dans le réseau de Senelec depuis 2 ans. Mais l'objectif du coût reste à adresser correctement et à atteindre. Et justement, c'est le mix qui doit nous permettre d'y arriver. L'une des signatures aujourd'hui pour le montant le plus élevé, 257 millions de dollars, concerne le projet de parc éolien de Taïba Ndiaye, qui permettra progressivement d'injecter dans le réseau de Sénégal 150 mégas d'énergie éolienne. Ensuite, vous avez le projet pour contour global, financé également par OPIC à hauteur de 100 millions de dollars. C'est un des financements que nous avons également bouclé aujourd'hui. Mais le mix énergétique, c'est également le solaire. Avec la centrale de Bokhol, à peu près d'ici la fin de l'année, c'est 52 mégas d'énergie solaire que nous aurons dans le réseau de Senelec, ce qui représente à peu près 10% de notre demande actuelle, qui fait à peu près un peu plus de 500 mégas, 532.
Le président américain a appelé l'Afrique à alléger et simplifier l'environnement des affaires, à promouvoir la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption et l'instabilité politique pour attirer davantage les investissements privés. Le Sénégal présente des atouts pour capter ces financements. L'ambition réaffirmée par le chef de l'État en signant ces accords est d'avoir une énergie disponible à un coût supportable pour les consommateurs. Et c'est parce que l'énergie est un élément de compétitivité pour l'économie et les entreprises sénégalaises. Au chapitre des audiences, les responsables de Cosmos Energy ont été reçus par le chef de l'État. Les discussions ont tourné autour de la question minière. Le président Macky Sall a aussi reçu les membres du Congrès mondial juif au menu. Le dialogue interreligieux avec l'organisation du rencontre dans ce sens à Dakar. Nous écoutons Mike Anderson et Maram Cern au micro d'Aboubakri Kane. Le président essaie de convier une réunion interreligieuse en invitant les communautés musulmanes et les communautés juives et peut-être aussi des représentants de l'Église catholique pour avoir un dialogue. Je crois que pour le Sénégal, ça serait une très belle chose, ça serait nouveau, ça serait vraiment attrayant. Je crois que l'Europe aimerait beaucoup ça et les États-Unis aussi, je suis sûr apprécieraient beaucoup une telle rencontre au Sénégal. Ça avance très bien, il faut discuter les prochaines étapes. C'est ce que nous avons fait cette fois. Et on a aussi discuté le programme d'exploration au Sénégal seulement, parce que le projet des gaz est avec la Mauritanie. Ça, c'est un projet partagé avec la Mauritanie. Mais le programme d'exploration pour le pétrole et pour le gaz, ça continue aussi au Sénégal. Hein. Et ça, c'est très important pour nous. Hein. Et on a discuté ça avec Monsieur le Président. On a discuté avec Monsieur le Président, aussi avec le Président de la Mauritanie. D'abord, il faut essayer d'arriver à un accord entre les deux pays. Après ça, on peut faire la décision d'investissement finale. À New York, le président Macky Sall a eu un entretien bilatéral avec son homologue portugais. Marcelo Rebelo de Sousa a salué l'enseignement du portugais au Sénégal. Les deux chefs d'État se sont également engagés à renforcer la coopération entre le Sénégal et le Portugal. Nous écoutons le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. D'une part, on a des relations qui sont politiquement très positives. On va essayer de les développer aussi du point de vue économique et financier et social et du point de vue linguistique. On remercie au Sénégal l'enseignement du portugais à 45 000 élèves, ce qui est très important. C'est un symbole de la vision culturelle, universelle, économique du Sénégal. C'est un exemple de culture et de civilisation. Et Monsieur le Président, je vous remercie du fond de mon cœur. Merci Monsieur le Président. Merci. Je vous attends à Dakar. Et je vais revenir à... Sans doute au Portugal. Vous êtes invité. J'ai invité Monsieur le Président à revenir chez nous et il m'a dit qu'un jour il m'inviterait à aller chez lui. Absolument. Merci. Merci. Toujours à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier mercredi sur le conflit syrien. Les pays membres favorisent une issue politique au cours de ces débats de haut niveau. Le président Macky Sall a invité à adopter une stratégie commune et cohérente pour que les terroristes défaits ne se retrouvent pas en Afrique du Nord ou au Sahel. Aboubakri Kane. Le conflit syrien entre dans sa 6e année avec plus de 300 000 morts. Le Conseil de sécurité a ainsi initié ce débat de haut niveau pour trouver une solution à cette tragédie humaine qui frappe le peuple syrien. Quel que soit le point de vue que l'on peut avoir sur le conflit, une image s'impose à tous, celle d'un pays ravagé par la guerre, et le tableau est sombre. Un pays réduit en champ de ruines, une terre de feu, de larmes et de sang. La situation en Syrie est l'une des pires catastrophes humanitaires de notre temps. La tragédie syrienne
jette la honte sur nous tous. L'échec collectif de la communauté internationale devrait hanter tous les membres de ce Conseil. Bien plus de 300 000 Syriens ont été tués, la moitié de la population du pays est déracinée et une grande partie de son infrastructure est en ruine. Pendant ce temps, les réunions se succèdent, les négociations aboutissant parfois à des résolutions, mais des vies humaines sont anéanties. Des maisons, des marchés, des écoles, des hôpitaux sont réduits à néant en violation de toutes les règles du droit international humanitaire. En dépit des efforts louables des organismes humanitaires et de bonne volonté, c'est tout un peuple qui agonise, tout un pays qui s'effondre avec son économie et surtout son héritage socio-culturel multiséculaire. Et pour combien de temps encore? La cause de cette réunion est aussi celle de la paix. Le Sénégal approuve les efforts du groupe international de soutien à la Syrie et l'invite à poursuivre sur cette voie qui pourrait mener à une trêve effective et durable sur tout le territoire. Même si les limites semblent être atteintes, il faut faire le bon choix et prendre la bonne décision. Nous devons aller de l'avant vers un processus politique crédible. Et je m'attends à ce que tous utilisent leur influence sur les parties syriennes pour les pousser à participer aux pourparlers et pour qu'il y ait des négociations véritables sur les questions clés de la transition politique. Qu'une solution négociée de la crise syrienne est encore possible. On l'a constaté récemment lorsqu'il y a eu le premier accord de cessez-le-feu. Si chacun mesure le poids de ses responsabilités dans cette tragédie, je pense qu'ils pourront arriver à aider le Conseil de sécurité à assurer la mission qui est la sienne. Aujourd'hui, le Conseil a atteint ses limites objectives parce qu'aucune résolution concrète ne peut être prise avec le droit de veto. Et c'est la raison pour laquelle la réforme du Conseil reste une exigence. Faudrait-il un veto contre le veto lorsqu'il y a un risque de génocide ou de crime contre l'humanité? Peut-on laisser simplement un droit de veto empêcher à l'humanité d'arrêter ce qui est en train de se passer sous nos yeux? L'acheminement de secours humanitaires est aussi un impératif et le Sénégal soutient la mise en place d'un centre de commandement commun pour le partage de l'information et une meilleure coordination de la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre français est arrivé à Dakar en fin d'après-midi à 18h15 précisément. Manuel Valls, à la tête d'une forte délégation de ministres et autres officiels, a été accueilli à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par son homologue sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne, lui aussi accompagné de plusieurs membres du gouvernement. En entretien restreint a suivi l'accueil au salon présidentiel de l'aéroport. Pour rappel, cette visite du chef du gouvernement français s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement des relations entre Paris et Dakar. Son séjour de 48 heures au Sénégal permettra de revisiter plusieurs axes de coopération, notamment l'éducation et l'économie. Si la France et le Sénégal entretiennent des relations depuis plus de 300 ans, il y a bien des explications. L'histoire et l'actualité traduisent tout simplement les bonnes relations qui existent entre les deux pays. Et aujourd'hui, l'arrivée du Premier ministre français au Sénégal en dit beaucoup sur la santé des relations des deux pays, Ibrahim Anog. Partenaires de la première heure, partenaires de tous les jours. La France et le Sénégal, c'est plus de 3 siècles de relations, un compagnonnage marqué par une coopération fructueuse dans plusieurs domaines. La France, je pourrais dire, est un partenaire privilégié du Sénégal, car elle nous appuie dans la mise en œuvre de nos projets et programmes de développement. Et cela à travers un cadre dont le dernier est ce qu'on appelle le cadre de partenariat DCP 2010-2017, qui porte une enveloppe globale d'environ 240 milliards.
et qui cible le développement durable à travers le secteur de l'agriculture, de l'environnement, de l'eau, de l'assainissement, la gouvernance démocratique. Plus les années passent, plus les relations entre les deux pays se solidifient. Le groupe consultatif de Paris en février 2014 en est une parfaite illustration. Au cours du groupe consultatif, la France s'était engagée à accompagner le programme Sénégal émergent pour un montant de 282 milliards. Aujourd'hui, si on fait le bilan, on se rend compte que la France a dépassé le montant de son engagement. Aujourd'hui, on est à 23 conventions de financement pour un montant de 317 milliards. Sur un autre aspect relatif à l'hydraulique, la volonté du pays de Marianne à accompagner le Sénégal ne souffre d'aucune contestation. Les études ont montré que si rien n'est fait dans le secteur de l'hydraulique urbaine dans les prochaines années, on risque d'être confronté à ce qu'on a l'habitude de dénommer les émeutes de l'eau. Parce qu'il faut un programme d'investissement important compte tenu du croît démographique de la ville de Dakar. C'est dans ce cadre que les autorités vont mettre en œuvre ce projet de KMS3 dont le montant total du financement s'élève à 262 milliards. Comme bailleur de fonds, il y a l'AFD, il y a la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la Banque européenne d'investissement et une contribution de l'État du Sénégal et de la SONES. Aujourd'hui, la venue du Premier ministre français au Sénégal témoigne à suffisance des bonnes relations entre le Sénégal et la France. L'inclusion financière débattue à bâton rompu par les décideurs chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques économiques. Pendant une journée, 4 sessions portant sur le thème de la promotion de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest ont été développées, à la suite de quoi une conférence de presse a clôturé la rencontre de haut niveau co-organisée par la BCEAO et le FMI. Philomène Constance-Tiagne. Des sessions animées par des experts de la finance ont permis de cerner les enjeux soulevés par la question. L'inclusion financière, car c'est le sujet dont il s'est agi, sa promotion devrait permettre aux populations exclues du système classique d'accéder aux services financiers. Dans presque toutes les régions du monde, des actions, des politiques et des programmes sont en cours pour promouvoir l'inclusion financière. Les stratégies adoptées s'appuient sur la promotion de la microfinance, de la finance numérique, en particulier le mobile banking, ainsi que de la finance alternative et solidaire, notamment la finance islamique. Quant aux PMI et PME, qui représentent la grande majorité du tissu productif dans la plupart des économies, elles font face aux mêmes difficultés de financement que les populations à revenus faibles. Cette rencontre de haut niveau de la BCEAO en partenariat avec le FMI aura aidé à partager les pratiques optimales entre pays membres, mais aussi à encourager d'autres politiques financières à adopter les stratégies régionales existantes. Vous allez me dire que la Guinée n'est pas membre de l'Union, moi c'est vrai, mais à son échelle, à elle aussi, il y a en cours d'élaboration une stratégie nationale sous les auspices avec le soutien des bailleurs de fonds, la Banque mondiale, le programme des Nations Unies pour le développement notamment. Et cette stratégie que la Banque centrale de la République de Guinée a élaborée est en discussion avec ses partenaires actuellement pour faire l'objet d'approbation par la suite par le gouvernement et donc à un niveau politique le plus élevé. Nous avons appris ce que nous ne savions pas en termes de bonne expérience, mais aussi en termes de pratiques à éviter. Et cela est important. Je suis persuadé que ces conclusions, sans être exhaustives, serviront à améliorer les stratégies d'inclusion financière et les politiques de développement dans nos pays respectifs. Des remarques et recommandations conclusives bénéfiques pour les participants à cette conférence de Dakar. Si suivi est fait, espoir est permis de voir plus de ménages à faible revenu accéder aux services financiers partout en Afrique de l'Ouest. C'est l'un des pays les plus stratégiques de l'Union européenne, une nation qui entrevoit aussi beaucoup de perspectives économiques et commerciales avec le Sénégal. La Belgique, 3e PIB de l'Europe, plus de 300 millions de dollars d'exportation de biens, un pays avec qui le Sénégal peut beaucoup faire. On en parle dans la rubrique économique avec Aram Dawa.
La Belgique, si petite, si puissante, à bien des égards, que 30 000 km² de superficie, 11 millions d'habitants, 3 régions en tout, des dimensions réduites, comblées par un important poids économique. La Belgique, comme vous le savez, au cœur de l'Europe, la capitale de l'Europe, l'Union européenne, c'est Bruxelles, c'est la Belgique. Si vous voyez les agrégats au niveau de l'Union européenne, après donc l'Allemagne, la France, on peut considérer la Belgique comme 3e pays ayant un produit intérieur brut très développé. La Belgique doit son pouvoir commercial en grande partie à ses produits manufacturés, entre autres des machines et produits chimiques qu'elle exporte majoritairement au sein de l'UE. Ces exportations, estimées à plus de 300 000 millions de dollars, constituent 80% de son PIB. Un pays par ailleurs agricole avec qui le Sénégal a un accord de coopération. Nous avons aussi des accords de coopération avec les entités fédérées que sont la Fédération de Wallonie-Bruxelles et la Flandre. Ça veut dire que c'est une coopération épousant les 2 niveaux institutionnels de la Belgique. Une coopération au niveau de l'agriculture, eau et assainissement, éducation, culture, énergie pour globaliser. Faire plus avec la Belgique est possible. Beaucoup y travaillent. La Belgique a de grandes entreprises. La Belgique a un grand savoir-faire. La Belgique a de grandes universités. La Belgique est leader, est un des leaders des produits pharmaceutiques. Le port d'Anvers est le 3e port en Europe. La Belgique est leader dans la construction. Et notre idée, même nous, c'est de pousser plus loin, d'essayer de délocaliser certaines activités des entreprises belges au Sénégal. Le Sénégal peut effectivement profiter de tout cela, son électrification rurale par exemple, avec l'éolien, avec le solaire. Surtout qu'ils développent le solaire alors qu'ils sont moins ensoleillés que nous. Les énergies renouvelables figurent en bonne place dans les projets à promouvoir auprès des investisseurs. Il faut mettre en œuvre tout un programme de mix énergétique, incluant la promotion des énergies renouvelables dans notre paquet énergétique. L'autre secteur sur lequel les autorités insistent beaucoup, c'est la valorisation de nos atouts, les potentialités, notamment les ressources halieutiques, les produits miniers, les ressources agricoles. Ces 3 formes de produits-là sont en général exportés à l'état brut, ce qui correspond à un renoncement sur une niche, sur un important gisement d'emploi. Une mission économique belge est prévue sous peu à Dakar. Elle ouvre d'ores et déjà des perspectives. Vous savez que le Sénégal produit un certain nombre de produits, notamment le coton. Et vous avez également ici en Belgique des entreprises spécialisées dans le textile. Donc l'idée c'est de construire des joint ventures entre ces bouts de la chaîne de valeur pour que nous puissions justement optimiser ce que nos entreprises gagnent en termes donc, de valeur ajoutée, mais également en termes de perspectives commerciales. Puisque ces entreprises belges qui sont présentes dans beaucoup de marchés internationaux, leur expertise, leur accompagnement avec leurs partenaires sénégalais pour leur permettre également de pouvoir attaquer ensemble un certain nombre de marchés. D'abord le marché sous-régional de la CEDEAO, mais également d'autres marchés dans lesquels ils ont une expertise où le Sénégal a besoin également de se positionner. Dans ce pays qui parle à la fois français, néerlandais et allemand, le tourisme constitue aussi un atout non négligeable, avec un patrimoine architectural ancien et des symboles forts. La Grande Place de Bruxelles, place centrale, patrimoine mondial de l'UNESCO, le Manneken-Pis, symbole de l'humour belge, l'Atomium, monument phare de cette capitale de l'Europe, un pays couru, mais qui émet aussi beaucoup de touristes. Il est 4e sur la liste des pays visiteurs du Sénégal et peut mieux faire. Aussi, l'ambition de densifier nos relations avec la Belgique intègre-t-elle cette dimension touristique? La Belgique, 3e PIB de l'Europe, plus de 300 000 millions d'exportations de biens. C'était dans la rubrique économie du jeudi qui revient la semaine prochaine. La 2e session ordinaire du Parlement de la CEDEAO s'est ouverte ce jeudi à Abuja. Il était question de sécurité, mais également des droits humains. La rencontre est une session budgétaire dans laquelle le projet de budget du Parlement de la CEDEAO sera mis à la disposition des parlementaires. Envoyés spéciaux, Pape Belem, Sédina Lunfal.
Abuja, siège du Parlement de la CEDEAO, a accueilli la deuxième session ordinaire de l'année 2016 de l'institution. Terrorisme, droits humains, libre circulation des personnes et des biens, autant de défis qui interpellent. 83 des 115 membres que compte le Parlement étaient présents à cette session ordinaire. Le Parlement de la CEDEAO peut se saisir de diverses questions, notamment liées aux droits de l'homme, et faire des recommandations aux institutions et organes de la communauté. Et nous allons discuter pendant cette session des rapports par pays qui vont être présentés tour à tour par les États qui vont nous faire une déclinaison de la politique économique, sociale, culturelle, mais sécuritaire. C'est bien, mais il faut évoluer vers la légifération. Nous sommes logés aux mêmes enseignes et le président l'a dit, nous devons nous battre auprès de nos exécutifs pour que nous devenions des parlements dotés de plein pouvoir législatif. Je pense que c'est important pour les États membres d'œuvrer pour le renforcement des pouvoirs de l'institution. Sans réel pouvoir, un parlement ne pourra pas jouer pleinement son rôle. Nous allons continuer à agiter l'idée d'un parlement avec un pouvoir de légifération. Un jour peut-être, ça se réalisera. À la tête de l'institution depuis plus de 7 mois, le président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, a dégagé ses grandes lignes. Nous n'avons fait que 6 mois. Il nous reste 3 ans et demi. Il faut accélérer. Et nous allons mettre dans le circuit, en tout cas, un acte additionnel. Si on ne légifère pas pour le moment, on aura des prérogatives renforcées. Il a aussi été sous question de finances, puisque les parlementaires de la CEDEAO vont voter le budget de l'année 2017 lors de cette session. C'est la session budgétaire. Nous devons examiner le budget et passer en revue le budget 2016. L'autre problème qui est fondamental pour nous, c'est le renforcement de nos prérogatives. Vous savez, comme je l'ai dit, qu'il y avait un acte additionnel qui avait eu un blocage au niveau de la conférence des chefs d'État. Et nous avons créé un comité interinstitutionnel pour en synergie échanger avec toutes les composantes de la communauté pour voir comment nous pouvons faire passer cet acte additionnel pour les populations. Donner plus de pouvoir au Parlement de la CEDEAO, c'est le message délivré par les parlementaires et les personnalités invitées à cette deuxième session ordinaire de l'institution. Un atelier de partage et de validation technique du système d'information et de gestion du RNU, Registre national unique, s'est tenu à Dakar. L'objectif est de partager le processus de développement du système d'information et de gestion avec les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers et les acteurs qui s'activent dans la protection sociale. Awanyay. Le SIG, Système d'information et de gestion du registre national unique, sera utilisé par les opérateurs techniques travaillant dans le secteur de la protection sociale, les membres du gouvernement et autres acteurs de développement. Ce travail de développement du système d'information et de gestion est devenu nécessaire du fait de l'ampleur des données qui sont aujourd'hui dans le registre. Comme vous le savez aujourd'hui, quand on parle de base de données qui contient des informations des ménages, il y a toujours la question de la protection des données personnelles. Il permettra de partager les données du registre national unique, de gérer toutes les activités liées à l'enregistrement des ménages dans le registre national unique. Ce travail, nous l'avons commencé en collaboration avec l'ADIE, qui est l'Agence de développement de l'informatique de l'État, avec l'appui de la Banque mondiale, mais aussi avec le cabinet Neticoa. Donc depuis des mois, nous travaillons sur le développement de systèmes d'information et de gestion. Et aujourd'hui, il s'agissait de réunir tous les partenaires qui travaillent, qui doivent utiliser cette base de données et de voir comment cette base a été constituée, comment ce système d'information est en train d'être développé et de voir leurs préoccupations, leurs recommandations, leurs avis. Le registre national unique est un système d'information et de gestion sur les ménages vivant dans l'extrême pauvreté. Il a été mis en place et développé par le gouvernement du Sénégal. D'ici 2017, le registre va concerner plus de 450 000 ménages en situation de vulnérabilité, soit près de 4 millions de personnes réparties dans tout le territoire national.
L'édition 2016 du Magal de Touba se prépare en direction de l'événement au CRD spécial. C'est tenu à Diourbel. À l'heure du jour, toutes les questions inhérentes à la bonne organisation du Magal. La rencontre a été présidée par le gouverneur en présence de Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du khalife général Serigne Sidi Mokhtar Mbacké Pabouna Tchawa. Comme à l'accoutumée, c'est la gouvernance de Diourbel qui a abrité le CRD préparant le Magal de Touba. Administratifs, religieux, chefs de services régionaux ont échangé pendant 5 tours de loge sur toutes les questions liées à la bonne organisation de l'édition 2016 du Grand Magal de Touba. Il s'agit principalement de la circulation des personnes et des biens, de l'électricité, de l'approvisionnement en eau potable, de la réfection des grands axes routiers de la ville sainte. Tous les services ont réitéré leur détermination à mobiliser leurs forces pour la réussite de cet événement de dimension internationale. Renouveler notre engagement sur demande de nos autorités à tout faire pour que le Magal soit une réussite, pour que tout ce qui est attendu comme prestation de l'administration soit assuré convenablement. Nous savons que nous sortons donc d'une période pluvieuse, qu'il y a encore des difficultés liées aux inondations. Nous allons tout faire effectivement pour que ces problèmes-là soient réglés bien avant donc l'arrivée du Magal, pour que vraiment, courant octobre, qu'on ne puisse plus parler d'inondation dans la zone de Touba, et je ne dis même pas Touba, mais Touba, Mbacké et Diourbel même. Donc, ultérieurement, c'est l'engagement que je vais demander, surtout en premier, aux sapeurs-pompiers. Mais je vais demander également à tous les services vraiment de prendre les mesures nécessaires et à temps. Quand je dis à temps, il faut savoir que pour les travaux liés à l'électricité, à l'hydraulique, à la réfection des routes, ça ne peut pas attendre. Heureusement qu'ils ont commencé. Ça ne peut pas attendre. C'est 3 mois au moins, 4 mois au moins avant le début avant le Magal. Et je pense que ces services-là ont bien commencé. On leur demande donc d'accélérer la cadence, d'accélérer le pas pour qu'on puisse terminer ces travaux-là 1 mois avant le Magal. Durant la rencontre, le préfet de Mbacké a présenté les conclusions du CDD qui a précédé ce CRD, notamment les dispositions prévues par les forces de l'ordre, les services de la santé, de l'assainissement et des télécommunications. De plus en plus, le Magal coïncide avec l'hivernage, ce qui exacerbe le défi de l'organisation. Nous espérons vraiment arriver donc à bon port et arriver à bon terme et arriver à faire effectivement une organisation parfaite. La réussite, c'est un don de Dieu, mais en tout cas, nous ferons le maximum pour qu'on puisse que les autorités religieuses et politiques soient satisfaites donc de notre action. L'édition 2016 du Grand Magal de Touba est prévue dans la 2e quinzaine du mois de novembre. En direction de l'événement, d'autres rencontres sectorielles et nationales auront lieu à Dakar et à Touba. Dans la foulée des activités préparatoires au Magal, le porte-parole du khalife général, Serigne Bass Abdou Khadre, a fait face à la presse pour transmettre les instructions du khalife général, notamment sur l'intronisation des cheikhs. À ce propos, Serigne Bass a rappelé l'interdiction formelle de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké qui, dit-il, ne veut plus en entendre parler. D'importantes mesures sont également prises pour le gamou annuel de Pire. C'était à l'issue d'un CRD spécial présidé par le gouverneur de Thiès en présence du khalife de la localité. Cet événement religieux qui draine du monde est prévu le 5 novembre prochain. Suite aux instructions du chef de l'État, les autorités administratives ont pris toutes les dispositions nécessaires à la satisfaction du khalife Serigne Moustapha Cissé Cherfal. Pour la 114e édition du Gamou de Pire qui sera commémorée le 5 novembre prochain, aucun détail ne sera négligé pour sa réussite. Les bonnes mesures d'accompagnement prises à l'issue du CRD ont permis d'amorcer les préparatifs avec optimisme. Je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État, son Excellence, le président Macky Sall, qui a édicté des directives très claires. Je peux dire que ces directives ont été scrupuleusement respectées. C'est pourquoi je peux dire personnellement que je suis très satisfait. Je suis vraiment très satisfait des résultats auxquels cette réunion a abouti. Et je peux dire que je suis optimiste en ce qui concerne le succès du projet Gamou annuel de Pire. Par conséquent, je tiens au nom de la famille Cissé, au nom de la fratrie musulmane de Pire, d'adresser mes remerciements les plus sincères, les plus affectueux, je dirais, à Monsieur le Président de la République. Le maire de Pire, Serigne Boub, qui a pris part au CRD, a souligné qu'en relation avec la mairie de Tivaouane, les deux communes mettront en synergie leurs moyens
pour aider à faire face aux problèmes organisationnels. Parce que le Gamou de Pire fut la lumière de Maodo Malick Sy qui avait autorisé Tafsir Birane Cissé à l'instaurer. Ce CRD qui a enregistré la participation de nombreux chefs de service, des membres de la fraternité musulmane de Pire, cheville ouvrière de l'organisation, illustre à suffisance que l'œuvre du compagnon et Moukadam de Maodo est bien entretenue. C'est pourquoi, mesurant l'ampleur de cet événement religieux et l'impérieuse nécessité d'assurer aux futurs pèlerins une bonne couverture sanitaire, sécuritaire et un bon ravitaillement en eau et un système d'assainissement sans faille, le gouverneur de Thiès a réitéré ses directives en vue de l'application des instructions du chef de l'État qui accorde une attention toute particulière au Gamou de Pire. C'est un événement qui est très ancien, accentué d'ailleurs par l'arrivée des villages de Mbar Diop et Mbar Diaye qui sont venus se greffer à l'ancienne localité de Pire. Tout cela ne peut qu'occasionner donc des besoins extrêmement importants dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les doléances qui ont été exprimées dans le CDD, qui sont confirmées au niveau du CRD, soient mises en route. Et si cela est fait, je ne doute pas un seul instant que nous allons connaître un Gamou de succès. En tout cas, c'est à cela que nous invitons M. le Président de la République Macky Sall. Des engagements et des bonnes mesures qui rassurent, des prières pour un Sénégal prospère, toutes les voies sont ainsi balisées pour en arriver à une commémoration sans anicroche à la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à qui le Gamou de Pire est dédié. Les mots croisés et les mots fléchés sont devenus incontournables dans les journaux. Les magazines sont même spécialisés dans ces jeux. Ces adeptes, les cruciverbistes, voyagent à travers les grilles. Malgré les nombreux férus, les créateurs de ces grilles sont singuliers au Sénégal. Sorna Antanyaye nous amène dans cet univers en lettres. Reportage. Les mots croisés et fléchés ont une place dans la plupart des journaux du monde. Ceux qui s'y adonnent sont les cruciverbistes, une passion pour beaucoup d'entre eux. Je suis cruciverbiste depuis 1986. Il m'arrive d'acheter des mots fléchés qui peuvent faire 3000 cases. Donc, chaque 2 semaines ou 3 semaines, je peux les remplir facilement. Pas étonnant que les quotidiens lui donnent alors une bonne place à côté de l'information. Les mots croisés occupent une place importante dans un journal papier, un journal, un quotidien ou un hebdomadaire. Parce qu'il y a des férus de mots croisés, ce qu'on appelle les cruciverbistes. Je ne dis pas qu'ils achètent le journal juste pour faire des mots croisés, mais en tout cas, c'est un élément de vente pour un journal. S'il existe plusieurs cruciverbistes au Sénégal, les créateurs de grilles appelées les verbicrucistes ou mots croisistes sont rares. En conséquence, les grilles de Feu Djamoundiaye survivent à leur auteur à la page 20 du quotidien national. Le Soleil a acheté les grilles à des structures françaises. Mais Djamoundiaye est venu, il a, disons, donné une couleur locale aux mots croisés. Tout ce qu'il a eu à faire pour le Soleil pendant presque plus d'une trentaine d'années, une quarantaine d'années presque, voilà, il a officié au Soleil. Je pense qu'il est venu vers les années 77-78. Il a pris sa retraite en 2005. Voilà. Et il a continué à travailler jusqu'en 2010-2011. Il continuait à produire, même étant à la retraite. On reprend les vieilles planches que Djimbo avait réalisé dans les années 70, vers la fin des années 70 et les années 80. Cet ancien agent des postes de télécommunications et ancien correcteur avait un don pour torturer l'esprit des cruciverbistes qui trouvent du plaisir à payer pour faire travailler leur ménage. Peut-être que le Soleil trouvera un remplaçant à Djimbo en ce jeune biologiste de 24 ans qui crée des grilles afin de faire mieux connaître sa discipline au grand public. Vu qu'aujourd'hui j'ai un bon niveau en biologie, je me suis dit pourquoi ne pas transposer mes connaissances en biologie, essayer de concevoir des grilles à partir de mes connaissances en biologie. Donc c'est pourquoi j'ai essayé de faire ces biogrilles. Le principal objectif, c'est d'essayer de partager nos connaissances avec nos jeunes frères, pourquoi pas avec nos amis littéraires, essayer de faire connaître la biologie à la population. Créés en 1913 par l'Américain Arthur Wynne, les mots croisés se sont depuis internationalisés. Ils constituent un bon moyen pour diversifier sa culture générale.
Elle ferait frémir les professeurs de français. Il s'agit de ces fautes parfois grossières qu'on aperçoit sur les murs, banderoles ou sur d'autres supports. Elles provoquent souvent la risée générale. Le français serait-il si inaccessible et difficile pour certains? La rédaction du journal télévisé a mené sa petite enquête, le tout avec un brin d'humour. Attention, retenez-vous. Ali Mandao. Des fautes, des coquilles, des maladresses dans la langue de Molière, partout, sur les murs et la devanture des boutiques. Cet exemple est révélateur. Écrit musculation avec un K au lieu de musculation avec un C. Moi, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle parce que musculation avec un K. Musculation avec un K, ça avec un C. Et en musculation aussi, au lieu de faire T, on a mis 2 S, musculation. C'est du n'importe quoi. Et je pense que ça aussi du français wolofisé. Une autre grossièreté répandue et que l'on aperçoit souvent chez les spécialistes pneumatiques. Alors monsieur, vous êtes un vulganisateur là. Mot introuvable. Essayez avec vulcanisateur ou vulgarisateur. Pour se faire une idée plus précise de l'origine de ces fautes, on pourrait se tourner vers ceux qui écrivent, souvent sur les voitures ou banderoles. On fait l'interview en français? Non, mon français n'est pas si bon. Ici, on nous amène des textes à retranscrire. Moi, en ce qui me concerne, s'il y a des fautes, je vais les corriger. J'ai appris le français. Vous corrigez des textes en français et vous n'avez pas voulu faire l'interview en français? C'est pas ça. Je ne suis pas en forme, quoi. Et depuis la Tabaski. Bon, plus sérieusement, l'expert, le vrai, donne son analyse. J'évite cette notion de faute d'orthographe. Parce qu'il faut saluer la volonté de ces gens de vouloir écrire. C'est l'orthographe française qui elle-même est difficile. La lettre n'étant pas équivalente au son. En fait, les erreurs orthographiques proviennent très souvent de la différence de son qu'il y a entre le français et nos différentes langues nationales. Alors la voyelle la plus vulnérable, c'est la voyelle U. La voyelle U qui n'existe pas dans nos langues. Vous observerez par exemple que minute va être écrit minute. Le français n'est tout de même pas notre langue maternelle. Mais au pays de Léopold Sédar Senghor, certaines fautes élémentaires sont à éviter. Faute, lacune ou néologisme, on peut toujours commenter des fautes élémentaires, des expressions déviées de leur sens, les règles de grammaire et du bon usage bafouées. La pratique écrite et orale du français au Sénégal pose de plus en plus problème. Ces difficultés se rencontrent partout et n'épargnent même pas l'université, les journalistes, hommes politiques, artistes, sportifs ou élèves. Chacun bute sur cette langue. Français débrouillé, c'est une chronique signée Oumar Diawa. Ce n'est pas seulement sur les murs des lamentations de nos cités que s'affichent au grand jour nos misères avec la langue. Des fautes de sens et trop souvent d'orthographe. En ouvrant bien les yeux et les oreilles, on se rend compte des écarts et libertés que l'on prend par rapport aux règles dont la plupart ont été apprises à l'école élémentaire. On mélange superbement les pronoms relatifs dont et qui, et puis il y a leur pronom de la troisième personne du pluriel. Il s'emploie toujours comme complément d'attribution. On dira « je leur ai dit » au lieu de « je leur ai dit ». Faire long feu ne signifie guère durer longtemps, mais plutôt qu'il y a une existence éphémère. Les Sénégalais aiment bien dans leur conversation utiliser le cas échéant pris dans le sens de cas contraire. Cette expression est justement tout le contraire du cas contraire. Elle signifie quand l'événement a lieu, s'il se produit. Dans un autre registre, si on dit « elle s'est fait une belle robe », cela deviendra « elle s'est fait coudre une belle robe ». L'accord au féminin disparaît quand on ajoute un infinitif. Moustique est masculin, un bac plus 8 ne s'est pas gêné à le féminiser 8 fois au cours d'une interview. On pourrait ainsi démultiplier les exemples, et c'est à tous les niveaux. Chez le commun des citoyens qui parlent un français débrouillé, les élèves, les enseignants, les journalistes, les hommes en tenue et non de tenue. Les politiques, bref, tout le monde. Évidemment, tous n'ont pas les mêmes responsabilités. Quand un enseignant supposé transmettre des connaissances bute sur des évidences grammaticales, que peut-on attendre de ses élèves? Quand c'est un journaliste, on zappe tout bonnement, qu'on arrête de dire période hivernale ou pré-hivernale. Quand on fait allusion à l'hivernage, ça se rapporte à hiver, point à la ligne.
Et il y a de bons Sénégalais qui parlent français, justement. Dans Couleurs du Sénégal, nous allons parler d'un homme disparu en 1984. Fodé Doussouba a fait les beaux jours de l'arène sénégalaise vers les années 60. Natif de Solal Buntu en Guinée-Bissau, le champion Peul a fait ses différents passages à Salikeñé, une localité située dans la région de Kolda. Pour en savoir plus sur ce lutteur au coup de poing dévastateur, notre reporter Bachir Ba est allé à la rencontre des habitants de son royaume d'enfance et dans la série Couleurs du Sénégal. C'est à Salikeñé, à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, que l'on rencontre les détenteurs d'une partie de l'histoire de Fodé Baldé, alias Fodé Doussouba. Mon père est originaire de Guinée-Bissau, mais c'est Salikeñé qui l'a adopté. Fodé Doussouba, sa première culotte de lutte a été cousue à Salikeñé ici. Le père de Fodé Doussouba s'appelait Yero Nyakel. C'est sa mère qui avait pour prénom Doussouba. C'est sous cet arbre qu'il se préparait avant ses combats et c'est aussi là qu'il se recueillait après. On se rappelle ses bacs. C'est ici qu'il a eu son pagne. Il l'a ramené le 8 avril 1984. Il est reparti pour mourir un mois après. C'est à partir de cet endroit qu'il a tout obtenu. Avant de partir à la lutte, il venait ici avec tous les vieux de la localité. Il priait pour lui. Doté d'un physique impressionnant et d'un énorme bagage technique, le lutteur pouvait aussi compter sur certaines forces mystiques. Tegseni Konta a dit que dans ses rêves, il voit quelqu'un de grand, mais c'est un grand lutteur. Il veut qu'on l'appelle ce dernier. Le djinn de la localité s'appelle Sira Manson. Fodé Doussouba a beaucoup été aidé par ce génie. Le vieux lui a mis en rapport avec le diable de notre bande. Au cours de son entrevue avec le marabout Konta, celui-ci lui avait fait une prédiction. L'arbre qui vous servait de banta, tu vas voir la branche côté guinéen va se casser, une grande branche va tomber, mais ça ne blessera pas quelqu'un. Ayant terrassé tous les lutteurs du Fouladou et de la Guinée-Bissau voisine, Fodé Doussouba croise le fer avec un lutteur du nom de Bekay à Bandjou. C'est ce dernier qui sollicite un combat de clarification à Dakar. C'est en 1957. C'est ce dernier-là qui a fait que l'autre là, Daouda, le Malien, qui était là-bas, qui avait ses magasins, qui est venu, mais il était un promoteur aussi. Daouda est venu, il l'a amené là-bas pour un combat. Pour le voyage de Dakar, il y avait Fodé Doussouba, son brillant Mbalo, le Donamé Liba, Mamadou Diao, Mouadem Bambalo. En plus du chauffeur et de son apprenti. Nous étions de 7 personnes. Mais avant d'arriver à Dakar, Fodé Doussouba fait escale à Kaolack. C'est Adama Diop là qui a lutté avec Fodé Doussouba. Il a frappé Fodé Doussouba. Fodé Doussouba a dit que, mais arbitre, regarde ce qu'il fait là. Il dit, oui, mais venge dans ces bords d'or là. Il dit, ah bon? Il est parti plonger la main dans l'eau. Il est venu, il a baffé une gifle. Il a tourné rond. Il l'a relevé. Il l'a terrassé. Dans la capitale sénégalaise, il va livrer plusieurs combats. Celui qui l'opposa à Demba Thiaw reste encore dans la mémoire de certains habitants de Salikeñé. Le verdict de son combat avec Demba Thiaw n'était pas juste. Ils ont dit que Fodé est tombé car son genou a touché le sol. Plus de 30 ans après sa disparition, l'ombre de Fodé Doussouba plane encore dans cette localité. Salikeñé garde encore jalousement le pagne et la calebasse du champion.
Elle a été l'un des comptoirs portugais vers le XVIe siècle, fondée par les pêcheurs lébous. Elle est érigée en commune de plein exercice par la France en 1880. Elle se nomme Tengate ou Rufisque, ville historique. La localité longtemps connue pour son patrimoine culturel commence à perdre de son charme. Visite guidée dans Rufisque, ville en péril, en quête de restauration avec Philomène Constance Diagne. On avait ici 2 wharfs longs de 200 mètres. De la passion, mais aussi de la désolation. C'est ce que l'on pouvait lire sur le visage de notre guide. À cette place, on constate la dégradation totale de ce qui fut l'ancien comptoir portugais de Rufisque. C'est regrettable qu'il n'y ait pas une politique de préservation de vieux monuments, surtout les maisons qui sont transformées pour en modifier l'architecture. Alors que si les autorités municipales avaient pris une décision, à l'instar de Saint-Louis, que le cœur de Rufisque est un patrimoine historique qu'on ne devrait ni transformer ni modifier, mais on peut consolider. Une bonne conservation du patrimoine bâti est nécessaire pour avoir cette vue d'une ville coloniale. Rufisque avec ses maisons en pierre taillée surmontées de tuiles. Pour se rendre compte de la richesse de l'architecture, rien ne vaut la place Gabard. Cette place, la place mythique au cœur de Rufisque, du vieux Rufisque, la place Gabard, où on a le condensé de toutes les formes architecturales de la ville. La spécificité de Rufisque résidait en 2 choses. D'abord, les magasins en pierre de taille qu'on a eu à visiter, les magasins de Petersen, les magasins CFAO. D'autre part, l'activité commerciale concentrée essentiellement dans l'escale ou le point nodal qu'on a eu à visiter et la gare pour aboutir aux anciens wharfs aujourd'hui disparus. Tout a disparu pratiquement. Dans le vieux Rufisque existait un quartier administratif. Des bureaux, des écoles et marchés ont fini par occuper ce qu'il en restait. Cette partie regorge également de bâtiments ayant abrité les maisons de commerce bordelaises. Je parle de Vézia, de Buentesser, de Morel-les-Frères, de Morel-les-Frères, mais également tout le bloc administratif comme la mairie, le palais de justice, la préfecture, l'ancien dispensaire, l'église Sainte-Agnès, plus que centenaire, et enfin la mosquée de Rufisque qui date de la grande mosquée de Rufisque qui date de 1844. La grande mosquée se trouve dans la partie traditionnelle de la ville. Autant les Lébous occupants de ce terroir le nommaient Tengate. Il est composé de 7 quartiers qui portent le nom de leur fondateur. Ce sont les Diagnènes qui détiennent les clés de cette mosquée. En 1844, ci la maam Mandiaye Ngoné samp jumaa yi Tëngéej jooju. En 1844, Mandiaye Ngoné a bâti ce lieu de culte. En 1904, Donkou a déménagé en premier. S'en est suivi Dangou. Juste après, les frères Tchokho, Darou Salam ont rejoint. Ñu toogaat tuuti Dangou déménagé wu ñëw sanc fii. Ñu toogaat tuuti. Enfin, en 1905, Mérina, Thiawlène et Santhiaba se sont installés. En 1905, Mérina, Thiawlène et Santhiaba. De cet héritage lébou, certaines traditions sont conservées à l'image de la hiérarchisation sociale. Il y avait une république lébou. Le grand serigne, c'est le président de la république de Lébou. Le ministre de l'Intérieur, c'est le Ndeye Réew. Le Jaraaf, c'est le ministre des Affaires domaniales. Saltigué, c'est le ministre de la Défense et des Affaires mystiques. Le président des Frais, c'est le ministre de la Jeunesse. Frais, moi, Khaleyi. Rufisque d'hier subsiste toujours. En attestent les cérémonies de Ndep et de Goumbé de Ndaorabine célébrées périodiquement. Cet état de fait ne gêne en rien la volonté de moderniser la ville de Mamkoumalam qui est menacée gravement par l'érosion côtière. Il est question de faire encore un barrage à Djokoul, 2 milliards. C'est-à-dire que c'est un peu cela. Nous sommes en train de jeter de l'argent dans la mer et ça ne règle pas les problèmes.
Ce qui peut régler le problème, c'est justement mettre des pics. C'est ça la technique nouvelle, acceptée et connue de tous. Et ça ne coûte absolument rien du tout en matière d'argent. Alors cette technique est proposée et nous avons justement ici ce qu'on appelle le plan GATE. L'espoir de toute une population est basé sur ce plan GATE. Les autorités municipales croient pouvoir reculer la mer d'au moins 150 mètres et construire une corniche tout en préservant 3 cimetières en bordure de la côte. La réalisation demande juste validation. L'État ne donne rien du tout, et la ville ne donne rien du tout. Au contraire, les bailleurs de fonds estiment qu'il faut donner 15% de cette somme à la ville comme étant sa propre participation. Donc voilà ce que nous souhaitons. Et la seule chose qu'on demande à l'État, à M. le Président de la République, qu'il dise simplement que ces projets font partie du PSE. En attendant de voir ces projets se concrétiser, les autorités locales, aidées des populations, continuent de se battre. La ville tricentenaire Lébou en vaut la chandelle et ne veut pas disparaître de la carte. Après couleur du Sénégal qui se poursuit demain, l'actualité internationale qui nous conduit en Égypte et en Syrie. Mais d'abord, les Gabonais qui attendent le verdict de la Cour constitutionnelle. Anaïs Nyanyamane. Le Gabon, à bout de nerfs, attend le verdict de la Cour constitutionnelle vendredi ou samedi. C'est pour tenter de sortir d'une crise post-électorale sans précédent entre Ali Bongo Ondimba et Jean Ping. Une audience publique était prévue ce jeudi à la Cour constitutionnelle en présence des avocats de Bongo et de Ping. Il s'agit de la première audience publique depuis que Jean Ping, président élu autoproclamé, a déposé un recours le 8 mars contre la réélection du président sortant Ali Bongo. 42 morts dans le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'Égypte. C'est le bilan indiqué par le ministère de la Santé égyptien. Le bateau qui a coulé transportait des migrants égyptiens et soudanais pour la plupart. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Le bateau transportait 450 passagers. Les 163 ont été secourus. Et enfin, en Syrie, au moins 12 personnes, dont un ministre du gouvernement de l'opposition, ont été tuées. C'est dans un attentat à la voiture piégée qui s'est produit au sud du pays. Par ailleurs, l'ONU a demandé au président Bachar al-Assad de lui permettre de distribuer de l'aide alimentaire. Selon l'ONU, 40 camions attendent à la frontière turco-syrienne et si rien n'est fait, la nourriture sera périmée. Cérémonie de lancement du regroupement de l'élite jeune des 2 fédérations retenues par le ministère des Sports. Elle s'est déroulée ce jeudi au salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor. Reportage de Sensei Atmalo. Il avait promis de se projeter sur l'avenir au lendemain des Jeux Olympiques de Rio 2016. Cette promesse a été tenue par Makhtar Ba, ministre des Sports, avec ses cérémonies officielles de lancement du regroupement de l'élite jeune des fédérations retenues. Il s'agit de l'athlétisme, de la boxe, du lawn tennis, du tennis de table, de la lutte, du taekwondo, du judo, du karaté, du canoë-kayak et de la gymnastique. Je voudrais, à l'entame de vos propos, exprimer l'immense joie que j'éprouve en procédant ce matin à l'ouverture du programme Génération 24, qui constitue, comme vous le savez, un volet essentiel de la mission que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, m'a confiée à la tête du département des sports. En effet, en me demandant sous forme de directive de mettre nos représentants dans des conditions optimales de préparation et de participation aux compétitions internationales, le chef de l'État m'a chargé, en relation avec mes services compétents, d'opérationnaliser une nouvelle approche de gestion de l'élite sportive qui commence dès le bas âge, dès la petite catégorie. Un véritable sportif, Makhtar Ba, ministre des Sports, a compris surtout au retour de Rio que Tokyo 2020 se prépare maintenant. Même au-delà, les Jeux Olympiques de 2024 se préparent aujourd'hui. Et nous fondons beaucoup d'espoir au travail qui sera fait et que nous espérons d'ici 2024, on aura des chances de médailles pour voir des Amadou Diaba et des Baladjé beaucoup plus performants pour le Sénégal. Cela nécessite des moyens financiers
énorme que l'on ne pourra pas quantifier dans le temps et dans l'espace. Dans tous les cas, responsables administratifs et techniques des fédérations sont en phase avec le ministère des Sports et le Comité national olympique sportif sénégalais pour enfin arriver à des résultats efficients. À court terme, il pourra passer par des performances au niveau africain. Comprenez les championnats d'Afrique et les championnats du monde qui seront servis comme baromètre par rapport au travail fourni durant des mois. Une chose est sûre, l'optimisme se lit sur le visage des uns et des autres, mais surtout sur ceux des futurs représentants du Sénégal. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall réaffirme son option pour le mix énergétique et obtient 657 millions de dollars du secteur privé américain. 3 accords de financement ont été signés à New York, des mémorandums d'entente qui devraient permettre d'améliorer l'offre en électricité au Sénégal. Le président Macky Sall qui a également reçu son homologue portugais Manuel Valls à Dakar. Le Premier ministre français est arrivé cet après-midi dans la capitale sénégalaise pour un séjour de 48 heures dans le cadre de l'approfondissement des relations entre la France et le Sénégal. Magal de Touba, le gouvernement et les comités d'organisation prennent les devants pour une bonne organisation de l'événement religieux qui accueille des millions de fidèles. Un CRD préparatoire s'est tenu dans la ville sainte en présence du porte-parole du Khalif. 3e PIB de l'Europe, la Belgique est un partenaire de taille pour le Sénégal dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Que peut tirer notre pays d'une coopération économique renforcée avec ce pays stratégique de l'Union européenne? C'est la question au cœur de la rubrique économie. Vulganisateur, salle de musculation avec un K, interdit d'uriner avec 2 U, canapé avec R à la fin. Le français débrouillé raille les murs de Dakar. La langue de Molière serait-elle trop lourde pour certains? Instruits ou pas, les fauteurs en français sont légion au pays du premier académicien noir. Couleur du Sénégal à Sali Kenyé, le royaume d'enfance de Fodé Doussouba, le lutteur du Fouladou au coup de poing dévastateur, revit avec l'arbre où il préparait ses combats. Et puis Rufisque, la pittoresque d'hier à aujourd'hui, l'ancien comptoir commercial portugais au riche patrimoine culturel se souvient du bon vieux temps. Bonsoir et bienvenue à tous. Au 2e forum des affaires États-Unis d'Afrique, le Sénégal a conclu 3 accords de financement d'une valeur de 657 millions de dollars. Des mémorandums d'entente obtenus grâce à une nouvelle dynamique d'attraction des investissements privés américains. Un pas important dans la résolution des questions énergétiques. Le président Macky Sall a réaffirmé à l'occasion l'objectif d'un mix dans la production d'énergie à Aboubakry Kane. US Africa Business Forum est un cadre idéal pour saisir les opportunités de partenariat orientées vers les secteurs prioritaires. À travers l'OPIC, Agence américaine pour le soutien des financements privés à l'étranger, le Sénégal a décroché 3 accords de financement de plus de 600 millions de dollars. Le gouvernement, qui a consenti beaucoup d'efforts dans le secteur de l'énergie, a compris que pour régler la question énergétique, il faut des investissements importants. Le président Macky Sall fait ainsi appel à ses partenaires au développement. Le secteur privé reste devoir être la locomotive qui va nous permettre de résoudre cette question. Et donc ces financements importants que nous avons signés avec le privé. Tout ça, et les États-Unis aussi, je suis sûr qu'apprécieraient beaucoup une telle rencontre au Sénégal. Ça avance très bien, il faut discuter les prochaines étapes. C'est ce que nous avons fait cette fois. Et on a aussi discuté le programme d'exploration au Sénégal seulement, parce que le projet de gaz est avec la Mauritanie. Ça, c'est un projet partagé avec la Mauritanie. Mais le programme d'exploration pour le pétrole et pour le gaz, ça continue aussi au Sénégal. Hein. Et ça, c'est très important pour nous. Hein. Et on a discuté ça avec Monsieur le Président. On a discuté avec Monsieur le Président, aussi avec le Président de la Mauritanie. D'abord, il faut essayer d'arriver à un accord
entre les deux pays. Après ça, on peut faire la décision d'investissement finale. À New York, le président Macky Sall a eu un entretien bilatéral avec son homologue portugais. Marcelo Rebelo de Sousa a salué l'enseignement du portugais au Sénégal. Les deux chefs d'État se sont également engagés à renforcer la coopération entre le Sénégal et le Portugal. Nous écoutons le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. D'une part, on a des relations qui sont politiquement très positives. On va essayer de les développer aussi du point de vue économique et financier et social et du point de vue linguistique. On remercie au Sénégal l'enseignement du portugais à 45 000 élèves, ce qui est très important. C'est un symbole de la vision culturelle, universelle, économique du Sénégal. C'est un exemple de culture et de civilisation. Et Monsieur le Président, je vous remercie du fond de mon cœur. Merci Monsieur le Président. Merci. Je vous attends à Dakar. Et je vais revenir à... Sans doute au Portugal, vous êtes invité. J'ai invité Monsieur le Président à revenir chez nous et il m'a dit qu'un jour il m'inviterait à aller chez lui. Absolument. Merci. Merci. Toujours à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier, mercredi, sur le conflit syrien. Les pays membres favorisent une issue politique au cours de ces débats de haut niveau. Le président Macky Sall a invité à adopter une stratégie commune et cohérente pour que les terroristes défaits ne se retrouvent pas en Afrique du Nord ou au Sahel. Aboubakry Kane. Le conflit syrien entre dans sa 6e année avec plus de 300 000 morts. Le Conseil de sécurité a ainsi initié ce débat de haut niveau pour trouver une solution à cette tragédie humaine qui frappe le peuple syrien. Quel que soit le point de vue que l'on peut avoir sur le conflit, une image s'impose à tous, celle d'un pays ravagé par la guerre, et le tableau est sombre. Un pays réduit en champ de ruines, une terre de feu, de larmes et de sang. La situation en Syrie est l'une des pires catastrophes humanitaires de notre temps. La tragédie syrienne jette la honte sur nous tous. L'échec collectif de la communauté internationale devrait hanter tous les membres de ce Conseil. Bien plus de 300 000 Syriens ont été tués, la moitié de la population du pays est déracinée et une grande partie de son infrastructure est en ruine. Pendant ce temps, les réunions se succèdent, les négociations aboutissant parfois à des résolutions, mais des vies humaines sont anéanties. Des maisons, des marchés, des écoles, des hôpitaux sont réduits à néant en violation de toutes les règles du droit international humanitaire. En dépit des efforts louables des organismes humanitaires et de bonne volonté, c'est tout un peuple qui agonise, tout un pays qui s'effondre avec son économie et surtout son héritage socio-culturel multiséculaire. Et pour combien de temps encore? La cause de cette réunion est aussi celle de la paix. Le Sénégal approuve les efforts du groupe international de soutien à la Syrie et l'invite à poursuivre sur cette voie qui pourrait mener à une trêve effective et durable sur tout le territoire. Même si les limites semblent être atteintes, il faut faire le bon choix et prendre la bonne décision. Nous devons aller de l'avant vers un processus politique crédible. Et je m'attends à ce que tous utilisent leur influence sur les parties syriennes pour les pousser à participer pour parler et pour qu'il y ait des négociations véritables sur les questions clés de la transition politique. Qu'une solution négociée de la crise syrienne est encore possible. On l'a constaté récemment lorsqu'il y a eu le premier accord de cessez-le-feu. Si chacun mesure le poids de ses responsabilités dans cette tragédie, je pense qu'ils pourront arriver à aider le Conseil de sécurité à assurer la mission qui est la sienne.
Aujourd'hui, le Conseil a atteint ses limites objectives parce qu'aucune résolution concrète ne peut être prise avec le droit de veto. Et c'est la raison pour laquelle la réforme du Conseil reste une exigence. Faudrait-il un veto contre le veto? Lorsqu'il y a un risque de génocide ou de crime contre l'humanité, peut-on laisser simplement un droit de veto, empêcher à l'humanité d'arrêter ce qui est en train de se passer sous nos yeux? L'acheminement de secours humanitaires est aussi un impératif et le Sénégal soutient la mise en place d'un centre de commandement commun pour le partage de l'information et une meilleure coordination de la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre français est arrivé à Dakar en fin d'après-midi à 18h15 précisément. Manuel Valls, à la tête d'une forte délégation de ministres et autres officiels, a été accueilli à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par son homologue sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne, lui aussi accompagné de plusieurs membres du gouvernement. En entretien restreint a suivi l'accueil au salon présidentiel de l'aéroport. Pour rappel, cette visite du chef du gouvernement français s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement des relations entre Paris et Dakar. Son séjour de 48 heures au Sénégal permettra de revisiter plusieurs axes de coopération, notamment l'éducation et l'économie. Si la France et le Sénégal entretiennent des relations depuis plus de 300 ans, il y a bien des explications. L'histoire et l'actualité traduisent tout simplement les bonnes relations qui existent entre les deux pays. Et aujourd'hui, l'arrivée du Premier ministre français au Sénégal en dit beaucoup sur la santé des relations des deux pays, Ibrahim Ndong. Partenaires de la première heure, partenaires de tous les jours. La France et le Sénégal, c'est plus de 3 siècles de relations, un compagnonnage marqué par une coopération fructueuse dans plusieurs domaines. La France, je pourrais dire, est un partenaire privilégié du Sénégal, car elle nous appuie dans la mise en œuvre de nos projets et programmes de développement. Et cela à travers un cadre dont le dernier est ce qu'on appelle le cadre de partenariat DCP 2010-2017, qui porte sur une enveloppe globale d'environ 240 milliards et qui cible le développement durable à travers le secteur de l'agriculture, de l'environnement, de l'eau, de l'assainissement, la gouvernance démocratique. Plus les années passent, plus les relations entre les deux pays se solidifient. Le groupe consultatif de Paris en février 2014 en est une parfaite illustration. Au cours du groupe consultatif, la France s'était engagée à accompagner le programme Sénégal émergent pour un montant de 282 milliards. Aujourd'hui, si on fait le bilan, on se rend compte que la France a dépassé le montant de son engagement. Aujourd'hui, on est à 23 conventions de financement pour un montant de 317 milliards. Sur un autre aspect relatif à l'hydraulique, la volonté du pays de Marianne américain à travers OPIC, qui est une agence gouvernementale américaine qui structure des financements privés pour aider le secteur privé américain à investir dans nos pays, nous permet aujourd'hui de mobiliser 657 millions de dollars à travers 3 projets importants qui vont contribuer à régler le problème de la demande. L'avenir est dans le mix énergétique et pour le chef de l'État, ces accords constituent un signal fort à destination des investisseurs. Le double objectif demeure la disponibilité de l'énergie et la réduction des coûts. Le combat de la disponibilité est en train d'être gagné à travers les capacités additionnelles qui sont injectées dans le réseau de Sénélec depuis 2 ans. Mais l'objectif du coût reste à adresser correctement et à atteindre. Et justement, c'est le mix qui doit nous permettre d'y arriver. L'une des signatures aujourd'hui pour le montant le plus élevé, 257 millions de dollars, concerne le projet de parc éolien de Taïba Ndiaye, qui permettra progressivement d'injecter dans le réseau de Sénélec 150 mégas d'énergie éolienne. Ensuite, vous avez le projet pour contour global, financé également par OPIC à hauteur de 100 millions de dollars. C'est un des financements que nous avons également bouclé aujourd'hui. Mais le mix énergétique, c'est également le solaire. Avec la centrale de Bokhol, à peu près d'ici la fin de l'année, c'est 52 mégas
d'énergie solaire que nous aurons dans le réseau de Sénélec, ce qui représente à peu près 10% de notre demande actuelle, qui fait à peu près un peu plus de 500 mégas, 532. Le président américain a appelé l'Afrique à alléger et simplifier l'environnement des affaires, à promouvoir la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption et l'instabilité politique pour attirer davantage les investissements privés. Le Sénégal présente des atouts pour capter ces financements. L'ambition réaffirmée par le chef de l'État en signant ces accords est d'avoir une énergie disponible à un coût supportable pour les consommateurs. Et c'est parce que l'énergie est un élément de compétitivité pour l'économie et les entreprises sénégalaises. Au chapitre des audiences, les responsables de Cosmos Energy ont été reçus par le chef de l'État. Les discussions ont tourné autour de la question minière. Le président Macky Sall a aussi reçu les membres du Congrès mondial juif. Au menu, le dialogue interreligieux avec l'organisation d'une rencontre dans ce sens à Dakar. Nous écoutons Mike Anderson et Maram Cern au micro d'Aboubakri Kane. Le président essaie de convier une réunion interreligieuse en invitant les communautés musulmanes et les communautés juives et peut-être aussi des représentants de l'Église catholique pour avoir un dialogue. Je crois que pour le Sénégal, ça serait une très belle chose, ça serait nouveau, ça serait vraiment attrayant. Je crois que l'Europe aimerait beaucoup